Allez, on va enchaîner avec Star Wars 3, la revanche des Sith, qui, toute catégorie confondue en matière de scénarisation dans la saga Star Wars, c'est-à-dire que ce soit pour la partie série ou la partie film, il s'agit du meilleur de toute la saga Star Wars, vraiment, le meilleur de tous. Sorti en 2005, la revanche des Sith est le point culminant de la saga Star Wars et de la prélogie. Parce que c'est à partir de là que va arriver l'événement le plus, si je puis dire, fatidique et en même temps glorieux, à l'effigie des Sith, je parle, mais tragique pour les Jedi, tragique pour l'histoire en général, mais qui va amener un rebondissement fulgurant dans l'histoire de la saga Star Wars. Et qui va faire de Dark Vador le plus grand Sith de tous les temps. Donc, c'est un film qui a été réalisé par George Lucas, qui ici vient combiner une narration intense avec des enjeux émotionnels importants, notamment au niveau de la réalisation, parce que là on entre encore plus dans l'aspect numérique, parce que vous savez, toute la partie prélogie, Lucas s'est vraiment mis au goût du jour, on va dire, pour l'époque, où il a vraiment fait en sorte d'utiliser le plus possible la technologie pour avoir des effets spéciaux déments pour l'époque. Même si aujourd'hui ça prend quelques clics aujourd'hui, parce que la technologie n'a fait qu'évoluer. Et pour le coup, ces films-là, ils ont pas vieilli. Enfin, du moins pas trop visuellement. Franchement, t'as pas l'impression qu'ils ont vieilli du tout. De temps en temps, tu dis, ah ouais, allez, un petit peu à cet endroit-là, mais c'est pas grave, parce que c'est vraiment ultra bien fait. Bon. Alors pour ce faire, j'ai décomposé cette critique en plusieurs actes, et on va commencer par le premier, une narration épique et tragique. Le scénario de la revanche des Sith est parfaitement conçu pour donner à l'histoire d'Anakin Skywalker, ici joué par Hayden Christensen, qu'on va mettre juste ici, avec une dimension tragique. Donc, ce chapitre il vient explorer avec profondeur la rare descente d'Anakin Skywalker vers le côté obscur. Ce que vous allez voir, c'est acheminé depuis le début de l'épisode 2, ça, mais là, dans l'épisode 3, on entre vraiment de plus en plus dans le vif du sujet, jusqu'au moment de bascule totale d'Anakin Skywalker au côté obscur, et à partir du moment où il devient Dark Vador. Bon. Ici, tout ce scénario, je parle pas de la manière dont ça a été écrit, je parle de l'histoire, du fil conducteur du film. C'est ici orchestré par l'infâme empereur Palpatine, joué par Ian McDiarmid, qui ici vient, on va dire, faire une lente dégradation des idéaux de chacun. Que ce soit pour les Jedi, pour le Sénat ou pour la République, puisqu'il va devenir empereur. Et il va être élu. Il va être élu empereur. Et là, tout de suite, pour les grands fans d'histoire, ça doit faire tilt. Hitler qui arrive au pouvoir, qui devient, non pas qui devient chancelier ici, le chancelier Palpatine, et après empereur, donc dictateur pour Hitler. Et oui, je sais, la saga Star Wars n'est nul autre que le reflet de la Seconde Guerre mondiale transposé dans un univers de science-fiction. Mais c'est fait à la perfection. Donc, tous ces choix que entreprend l'empereur Palpatine pour amener à une dégradation de toute la République et faire monter l'Empire comme il le souhaitait, c'est motivé par des choix profonds, notamment au niveau de la peur et de l'amour. Et cette transformation, elle se fait par Dark Vador, donc par Anakin Skywalker. Et c'est l'un des points les plus importants au niveau de la narration, et les plus puissants même, de la saga Star Wars, et surtout dans cet épisode, c'est joué à la perfection. Donc le basculement de la République vers un empire galactique, ici, il est marqué par la chute de l'ordre Jedi, exécuté l'ordre 66. Puisque Palpatine avait, on va dire, bien enchevêtré et bien caché aussi son jeu, mais tout au fur et à mesure qu'on avance dans le film, eh bien, il est là pour mettre en place son plan qui était de faire chuter la République, chuter les idéaux des Jedi, bref, de faire tout chuter pour à la fin faire naître un empire. Bon. Et ici, je me suis un petit peu renseigné avant de dire des conneries, il s'agit d'une tragédie inspirée de William Shakespeare, où chaque action mène à un point de non-retour. Et on va le voir, effectivement, ça mène à un point de non-retour. Une fois que l'Empire est instauré, et ben on l'a jusqu'à l'épisode 6. Pour que l'Empire s'effondre, il faut tuer l'Empereur. Mais retenez bien cette phrase aussi, puisque l'Empereur, on le retrouvera plus tard. Bien plus tard. Ok, passons donc au deuxième acte. Des sommets
au niveau des personnages et sur leurs révélations. On va commencer par Anakin Skywalker, puisque c'est le protagoniste principal de cet épisode, et de la prélogie en général. Donc Anakin Skywalker, une chute inoubliable. Anakin Skywalker, ici, dans ce film, il est au centre de l'intrigue. C'est vraiment le personnage clé de l'histoire. Et tout au long de la tragédie qui est mise en place dans ce scénario pour l'épisode 3, qui a commencé un petit peu dans l'épisode 2, on en avait parlé, et bien là ça prend tout son sens. Hayden Christensen ici, il livre une performance mais qui est bouleversante et qui capture à la fois la vulnérabilité du personnage, mais également la colère du personnage. C'est un personnage qui n'a fait que perdre des choses dans sa vie, mais qui en a gagné très peu. Donc la balance n'est pas vraiment équilibrée, d'une certaine manière. Et par là, on l'avait vu dans l'épisode 2, il y a une relation très importante qui se fait avec Padmé Amidala, où il se marie même à la fin dans Star Wars 2, et bien là ici, sa relation avec Padmé Amidala, jouée par Nathalie Portman, et son conflit avec Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor, ils sont explorés de manière très intense. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des moments de paix, de sénérité, où on va vraiment être dans l'émotion pure d'un dialogue tranquille, et à un moment donné, on va avoir cette confrontation qui dure, et puis c'est lui qui va toujours avoir le dernier mot d'une certaine manière. Et il est aveuglé par l'amour. Et ça, on va le voir au fur et à mesure, dans le film. Alors, parlons maintenant d'Ewan McGregor, le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Pardon, l'acteur d'Obi-Wan Kenobi. Le mentor qui est accablé. Pourquoi ? Ici, Ewan McGregor, qui joue le rôle d'Obi-Wan Kenobi, déjà premièrement il le joue avec brio, il devient le miroir de son propre personnage, c'est hallucinant. Et le drame qui prône au-dessus de lui, c'est-à-dire finalement, il s'est un peu approprié le rôle de père avec Anakin, mais en même temps c'est un ami, et ils vont faire que se tirailler tous les deux tout au long du film. Et c'est crescendo, ça monte crescendo, tu vois, ça va de du petit titillement au combat final qui est absolument bluffant. Et c'est l'un des moments les plus déchirants du film. Son duel que je viens de vous parler, qui se trouve sur la planète de Mustafar, c'est une démonstration magistrale de la tension qui réside entre les deux personnages, mais en même temps de tout le désespoir. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux hommes qui, au début, ne formaient qu'un, qui là se déchirent totalement, et ça donne un combat qui est à la fois chargé d'une tragédie hors norme, mais en même temps chargé d'une émotion où tu te dis, c'était les deux meilleurs amis du monde, ils en sont à aller se tuer, quoi. C'est tragique, mais c'est excessivement bien fait. Et ensuite, on a la performance d'Ian McDiarmid, l'acteur de l'empereur Palpatine, le maître de l'obscurité. Ici, hormis la prestation qui est absolument bluffante au niveau de la manipulation, de l'ambition, mais en même temps de cette perfidie à vouloir dire « c'est moi le maître absolu du truc, je maîtrise tout de A à Z », et vous allez voir que c'est encore plus subtil que ça. Son ascension vers le pouvoir absolu, toujours on fait référence à la Seconde Guerre mondiale, est à la fois fascinante, mais en même temps c'est terrifiant, parce que tu te dis « c'est quand même incroyable l'aura qu'a ce mec à déballer toute son idéologie », mais en même temps ça fout la trouille, parce que tu te dis, s'il arrive au pouvoir, il va tout détruire, ça va être un empire, mais un vrai, quoi. Et ici, ça vient consolider le statut qui voulait être fait sur ce personnage, qui est l'un des plus grands méchants de l'histoire. On considère toujours Vador comme le plus grand de tous les méchants, de par sa prestance, de par le fait que c'est un Jedi qui a basculé du côté obscur, et Palpatine, on le met légèrement sur le côté, on le met à la deuxième place. C'est un peu difficile de vraiment dire lequel est le plus imposant en termes de méchant. Après, en termes de charisme, c'est vrai que c'est Vador. Ça, c'est indéniable. Passons maintenant aux séquences du film. Des scènes et des séquences qui sont juste inoubliables. Aujourd'hui, ça va faire maintenant, à un moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 avril 2025, et c'est le 20e anniversaire de la sortie de Star Wars 3, La Revanche des Sith. Et pour l'heure, vous avez vu, c'est ressorti dans tous les cinémas du monde. Et c'est d'ailleurs en train de faire des records qu'ils n'avaient pas prévus, je pense, Disney, pour vous dire à quel point le film était déjà spectaculaire en 2005, 20 ans plus tard, c'est encore un carton plein. Que ce soit pour le scénario, pour la réalisation, pour les scènes, enfin pour le film en global, c'est juste bluffant. Donc, La Revanche des Sith.
est rempli de moments emblématiques qui viennent définir ce qu'est la saga Star Wars. C'est-à-dire transposer un univers réel dans la science-fiction et joindre le tout pour donner un film. Le duel final entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi sur Mustafar est sans aucun doute le plus beau et le plus magistral de tous les combats qu'on a vus dans toute l'histoire de la saga Star Wars. C'est juste cette scène, voilà, juste ce plan, quand ils sont au-dessus de la lave, qu'ils sont en train de se battre comme c'est pas permis, c'est juste magnifique. C'est magnifique visuellement, c'est chargé d'une émotion tragique, mais tu peux pas t'empêcher d'être en fascination de par la réalisation et la manière dont ça a été amené dans le scénario. C'est juste bluffant. Puis parlons également de la chorégraphie, je veux dire, la manière dont ils se sont entraînés pour donner ce combat qui est absolument bluffant, que ce soit la vitesse de déplacement, les acrobaties, le jeu des personnages sur l'émotion, le ton, la musique qui est orchestrée encore une fois par John Williams, enfin, toute cette addition de différents éléments qui viennent donner à la fin, je vous jure, le meilleur film de l'histoire de la saga Star Wars. C'est indéniable, c'est indéniable. Et d'ailleurs, le morceau s'appelle Battle of the Heroes sur la planète de Mustafar. On a également la chute de la République, marquée par ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, l'ordre 66 de Palpatine, qui consiste à exterminer absolument tous les Jedi et à faire en sorte que règne peur, terreur, mais en même temps ordre et sécurité par la suite. C'est là où tu te dis, c'est un peu ambigu sur... non pas la manière dont c'est introduit, hein, mais c'est un peu ambigu sur le plan que veut mettre Palpatine. C'est un petit peu bizarre la manière dont c'est fait, mais la manière dont ça a été transposé dans le film, c'est absolument bluffant. Donc c'est chargé d'une grosse tristesse, ces scènes, au moment où on voit beaucoup de gens qui meurent, qui sont trahis par la destruction causée par Palpatine, et puis par la fin, la naissance de Dark Vador, couplée avec celle de la naissance des jumeaux. Oui, parce que Padmé était enceinte, du coup, de 2 jumeaux, Luke et Leia, et ça on les verra juste après dans la trilogie qui intervient une vingtaine d'années après, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années après. Attends, c'est ça, 20 ans après. C'est des séquences qui sont absolument poignantes, qui marquent définitivement le passage de... On passe d'un univers où on était dans une démocratie, une république, un sénat, un équilibre et une paix, à un empire, un ordre, une sécurité et la terreur en même temps. Bah, juste les deux opposés, mais radicales, quoi. Au niveau de la réalisation, bon bah, juste, il y a un mot, c'est spectaculaire. C'est juste spectaculaire. Ici, George Lucas, il atteint des sommets en matière d'artistique, combinant à la fois les effets spéciaux créés par ordinateur, avec des environnements détaillés, des décors impressionnants, des scènes immersives directement tournées avec des maquettes et en même temps un enchevêtrement de numérique. C'est juste hallucinant. Juste la séquence avec Mustafar, par exemple, ou encore Coruscant, c'est que des effets numériques. C'est que des effets numériques. Il n'y a pas une maquette. C'est que des effets numériques. Bon. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce film ? Parce que là, je vous parle de tout ce qu'il y a dedans, je vous dis pourquoi ça a été fait, dans quel but ça a été fait, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre, et qu'est-ce que ça a finalement comme continuité par rapport à ce qu'on a eu depuis le début. Bah, la continuité, elle est juste d'une logique et d'une perfection, mais absolue. Voilà, s'il y a un truc à poser, c'est perfection absolue sur ce film. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir, juste quand même ? Bon, déjà que c'est le plus gros chef-d'œuvre de l'histoire de la saga Star Wars, mais à tout point de vue, en matière de scénarisation, d'histoire, de réalisation, d'effets spéciaux, de jeu d'acteurs, tout est orchestré à la perfection. Et ce film, faut le qualifier de drame épique, de tragédie humaine, et en même temps c'est une démonstration de tout ce qui fait la grandeur de Star Wars. À tout point de vue, mais vraiment à tout point de vue. Ça combine à la fois des personnages qui sont complexes, de par leur prestance, leur histoire et leur âme, avec un scénario poignant et une réalisation qui est absolument hors du commun. Pour l'époque, c'était vraiment hors du commun. Ça le demeurera toujours, parce que c'était hallucinant d'avoir fait une telle réalisation à l'époque. Quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, c'est vraiment des films, les préquels, qui ont ultra bien vieilli, parce que
on voit pas les effets spéciaux. Quand tu as la connaissance cinématographique, tu sais que c'est des effets spéciaux, mais tu les vois pas forcément venir. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple là, je suis devant un fond vert, vous avez des images qui interagissent avec moi, on les voit, elles essaient de se mettre en alignement avec mes épaules et tout ce qu'il y a. Et ben ça par exemple, à l'époque, si on avait dû faire ça à l'époque de George Lucas, c'était une prouesse. Aujourd'hui ça prend 3 clics sur un ordinateur, avec des logiciels, etc. Donc c'est vraiment... On voit que l'effet spéciaux a été travaillé, mais ça a très bien vieilli. Ça se voit pas en fait, on voit pas. C'est un peu... Je sais pas comment l'exprimer, mais pour dire que ça a bien vieilli, et c'est tout ce qu'il faut en retenir. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir de Star Wars 3, c'est juste une œuvre qui est jamais gravée dans la mémoire des fans de l'histoire de la saga Star Wars. C'est le plus grand opus de toute l'histoire de la saga Star Wars. 10 sur 10 de partout. Voilà. Allez, on passe à la suite.